Nous entendons des histoires de soucoupes volantes, ou ovnis, depuis des décennies. En plus de cela, nous avons vu des images glaçantes qui font battre notre cœur. Mais qu'en est-il des personnes qui prétendent venir de l'espace? De ceux qui affirment avoir littéralement rencontré des extraterrestres, leur avoir parlé, voyagé avec eux, avoir été élevés par eux, et même avoir eu des enfants avec eux? Vous pensez que cela n'est jamais arrivé parce que, eh bien, les extraterrestres n'existent pas? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, et je suis sûr que je changerai vos croyances. Plongeons dans cette histoire et découvrons qui sont ceux qui ont passé une nuit amusante au lit avec des créatures extraterrestres. Numéro 1. Elizabeth Clara. En 1956, Elizabeth Clara, née et vivant en Afrique du Sud, a affirmé avoir vécu une rencontre inoubliable. Entre 1954 et 1963, elle aurait été visitée à plusieurs reprises par des extraterrestres. La première visite aurait eu lieu alors qu'elle avait 7 ans, et elle est l'une des premières femmes à revendiquer une relation intime avec un extraterrestre. Les extraterrestres auraient visité leur ferme familiale dans un objet en forme de disque qui planait et se déplaçait silencieusement. Elle a même affirmé avoir pris des photos de cet engin, qui restent même bien sûr non vérifiées, tout comme de nombreuses autres preuves présumées de l'existence extraterrestre. Et concernant sa relation avec un extraterrestre, elle prétend qu'ils ont fait l'amour pendant toute une journée et qu'elle est même tombée enceinte. Mais ce n'est pas tout. L'extraterrestre s'appelait Akon et en 1959, il a transporté Elizabeth et sa voiture MG sur sa planète, Meton, où elle a accouché d'un garçon nommé Ailing. Celui-ci est resté sur Meton pour recevoir une éducation, tandis qu'Elizabeth est rentrée chez elle. Les vibrations planétaires de Meton affectaient apparemment son cœur, et elle n'a donc pas été autorisée à revenir, mais a reçu des visites régulières d'Akon et d'Ailing. Le voyage, l'accouchement et le retour auraient pris au total moins de 4 mois. Voici ce qu'Elizabeth avait à dire sur la planète de son mari extraterrestre. Il n'y avait ni ville, ni gratte-ciel comme sur Terre. Les maisons étaient disséminées dans des parcs. Il y avait une abondance de tout ce dont une civilisation a besoin. Nourriture, eau et matériaux pour construire. Une énergie illimitée tirée de l'atmosphère et de l'univers, sans aucune pénurie ni système monétaire. L'expérience d'Elizabeth est, pour le moins, incroyable, mais attendez de découvrir ceux qui se sont suicidés pour devenir des extraterrestres. Numéro 2. Alex Collier. Ensuite, nous avons un ancien pilote d'hélicoptère de l'armée américaine qui prétend avoir passé 3 mois sur un vaisseau extraterrestre. Alex Collier a déclaré qu'il avait parlé à 2 extraterrestres andromédiens, Vessias et Morohanai, dans les années 80. Il insiste sur le fait que sa rencontre était si extraordinaire qu'il a été emmené à bord de leur vaisseau. Là, il a été contraint de porter une ceinture spéciale pour que les extraterrestres puissent communiquer avec lui pendant 3 mois. Selon lui, alors qu'il était enfant, Alex s'est endormi dehors devant la maison de son grand-père en jouant à cache-cache. Quand il s'est réveillé, il s'est retrouvé dans une pièce sombre où il a rencontré Vicious et Morohanai. Il aurait passé près de 3 mois avec eux dans l'OVNI. Cependant, cela n'aurait duré que 18 minutes en temps terrestre, en raison de la dilatation temporelle ou des dimensions alternatives selon lui. Le duo extraterrestre lui aurait apparemment dit que les humains ne sont pas seuls dans l'univers et qu'il existe de nombreuses autres races extraterrestres. Le plus fou, c'est qu'il a demandé à ces extraterrestres à quel point la technologie humaine était avancée et ils lui ont répondu que l'armée américaine était technologiquement 400 ans en avance sur ce que nous pensons. Un peu inquiétant, n'est-ce pas? Numéro 3. Le garçon martien russe, Boriska Kiprianovitch. Boriska Kiprianovitch est un génie russe né le 11 janvier 1996. Boris, comme l'appellent ses amis et sa famille, avait 11 ans lorsqu'il a émis des avertissements dans une vidéo rapidement devenue virale. Il a également rencontré des scientifiques qui ont été stupéfaits par ses connaissances sur le système planétaire à un si jeune âge. Boris a affirmé que lui et son espèce avaient été anéantis après un conflit nucléaire sur Mars il y a des milliers d'années et craignait que la Terre ne subisse un jour le même sort. Bien que ces affirmations puissent en paraître bizarres, son intelligence a impressionné de nombreux chercheurs. Selon des rapports, sa mère a remarqué l'intelligence de son fils lorsqu'il pouvait tenir sa tête sans soutien dès bébé.
Elle a également déclaré que Boris avait commencé à parler à quelques mois seulement. À titre de comparaison, la plupart des enfants commencent à parler vers 10 mois, tandis que Boris pouvait lire à cet âge-là et dessiner à 18 mois. Ce qui est effrayant, c'est qu'il affirme être venu sur Terre en mission pour sauver notre planète d'une apocalypse nucléaire ayant détruit la vie sur Mars. Il a aussi affirmé que son espèce, très grande et technologiquement avancée, vit sur la planète rouge, arrête de vieillir après 35 ans et est immortelle. Cette année, il a déclaré « Je me souviens du temps où j'avais 14 ou 15 ans. Les Martiens faisaient la guerre tout le temps, alors je devais souvent participer à des raids aériens avec un ami. Bien que cela ressemble à un conte pour enfants, on peut se demander si Boris, qui a maintenant 28 ans, plaisante ou non. » Numéro 4. Peter Faust. Ensuite, il y a Peter Faust, né en 1955, qui affirme avoir été enlevé à plusieurs reprises depuis son jeune âge. Il a pris conscience de ses expériences pour la première fois en 1988, alors qu'il avait 33 ans. Au cours de cette rencontre, Faust dit avoir vu 2 extraterrestres mesurant environ 1,20 m à 1,35 m de hauteur, avec de grandes têtes en forme de poire et des yeux en amande. Ce qui est de le plus fou, c'est que lorsqu'il les a vus s'approcher de lui, il a réagi comme s'il les connaissait. Déconcerté, il a consulté un psychologue, John Mack, pour lui parler de ses expériences. Peter a déclaré que son psychologue lui avait dit « Quand quelqu'un me raconte un rêve de ce genre, avec autant d'émotions, cela me dit qu'il se passe autre chose, que c'est un événement réel. » Le docteur Mack a recommandé à Peter des techniques de relaxation, ce qui a été une erreur, car en les pratiquant, Peter a rappelé davantage de ses expériences. Selon Peter, lors de l'enlèvement, il est soulevé physiquement, passe à travers une fenêtre et monte dans un vaisseau, puis dans un autre vaisseau qui s'envole. Il a aussi souvenir que les extraterrestres lui montraient des films et des images. Dans le chapitre « Le voyage de Peter » du livre « Abduction » de John Mack, Peter a également déclaré que les extraterrestres avaient réalisé des expériences physiques sur lui, notamment des prélèvements de sperme. Après une série de tests psychiatriques, il n'a été diagnostiqué d'aucune pathologie, ce qui signifie qu'il n'est pas fou. Heureusement, tout cela s'est passé au siècle dernier, donc on peut supposer que nous sommes en sécurité. Numéro 5. Marshall Applewhite. Marshall Applewhite est né le 17 mai 1931 à Spur, au Texas. Dès son plus jeune âge, il montrait un talent immense pour l'expression publique et la musique, obtenant finalement une maîtrise en musique et se concentrant sur le théâtre musical. Sa carrière a pourtant pris un tournant en 1972, lorsqu'il a rencontré Bonnie Nettles, une infirmière intéressée par la théosophie et les théosophies, prophéties bibliques. Nettles a convaincu Applewhite qu'ils étaient tous deux des prophètes mentionnés dans le livre de l'Apocalypse. Ce fut le début de leur parcours qui mena à la formation de la secte Heaven's Gate. Ils prêchaient que la Terre allait être recyclée et que leurs adeptes devaient ou quitter la planète pour atteindre un niveau spirituel supérieur. Le point tournant fut l'apparition de la comète Hale-Bopp en 1997. Applewhite était convaincu qu'un vaisseau spatial suivait la comète et qu'il emporterait leurs âmes. En conséquence, les membres de la secte se sont suicidés dans un manoir loué. Les gens du monde entier ont tourné leur folie en ridicule. Mais que se passerait-il si leurs âmes avaient vraiment rejoint un vaisseau et qu'ils menaient désormais une vie extraterrestre? Laissez un commentaire ci-dessous pour dire ce que vous en pensez. Numéro 6. Vinnie O. Vinnie O de Los Angeles ne s'identifie ni comme homme ni comme femme. Il a dépensé plus de 50 000 $ pour ressembler à un extraterrestre sans genre. Il a fait cela pour refléter ses sentiments intérieurs d'être un véritable extraterrestre. Pour y parvenir, Vinnie O a subi une série de chirurgies, y compris une rhinoplastie, l'ablation des mamelons, des organes génitaux, du nombril, un réalignement du front, l'épinglage des oreilles, des implants de joues et de mâchoires, une révision des paupières et peut-être même d'autres interventions. Pensez-vous qu'elle ressemble à un extraterrestre? Numéro 7. Nina Kulagina. Née en 1926, Nina Kulagina est une femme russe qui a acquis une renommée considérable pour ses pouvoirs psychiques, notamment en psychokinésie. À l'âge de 14 ans,
Nina a rejoint un régiment de chars de l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale, puis est devenue femme au foyer. Elle a attiré l'attention du monde entier dans les années 1960, lorsque des films en noir et blanc, réalisés pour les autorités soviétiques sous des conditions contrôlées, montraient Nina déplaçant des objets sans les toucher. Bien que ce genre de phénomène puisse susciter le scepticisme, certains pensent qu'elle possédait réellement ce pouvoir. Le public soupçonnait qu'elle utilisait des aimants cachés et des fils pour réaliser ses exploits impressionnants. Nina se souvenait que, lorsqu'elle était enfant, sa mère pouvait déplacer des objets avec son esprit. Cela lui semblait impossible, mais elle observait avec émerveillement sa mère qui, en se concentrant intensément, faisait tourner, traîner, voire voler des objets dans la pièce. Des années plus tard, Nina, dont les capacités motrices avaient été affectées par la guerre, se demanda si cet étrange don de sa mère pouvait lui être transmis, et elle allait bientôt découvrir que cela était bien possible. Pour Nina, les objets se mettaient à bouger quand elle était en colère. Elle avait peu de contrôle, mais peu à peu, elle apprit à canaliser ce pouvoir et s'entraîna à entrer dans un état de profonde méditation. Son esprit devenait d'une clarté cristalline, et sa concentration sur l'objet était à son apogée. Elle ressentait alors une douleur aiguë dans la colonne vertébrale, et sa vision devenait floue. À ce moment précis, Nina savait qu'il était temps de déplacer l'objet. Une fois sa capacité maîtrisée, elle décida de la montrer au public. Un physicien a même affirmé qu'il avait observé Nina projeter mentalement les lettres A et O sur une feuille de papier photographique. Elle pouvait aussi transférer le contour d'une image qu'elle regardait sur du papier photographique. Ces aptitudes avaient toutefois des conséquences difficiles. Nina souffrait de marques de brûlures inexplicables sur les mains après ses démonstrations, et ses vêtements prenaient même feu à un moment donné. Un journaliste européen a affirmé que Nina avait provoqué une sensation de gêne rougeâtre sur son bras après une démonstration de télékinésie. Avec le temps, les pouvoirs de Nina la faisaient perdre du poids, son rythme cardiaque devenait irrégulier et elle passait des jours alitée, épuisée. Ses problèmes de santé l'ont hantée jusqu'à sa mort en 1990, à l'âge de 64 ans. À ce jour, personne ne sait comment Nina ou sa mère possédaient ces dons, mais on ne peut qu'imaginer que c'était peut-être des extraterrestres qui les leur avaient transmis. Numéro 8. L'homme de Thorn. En juillet 1954, l'histoire de John Zegres, plus connu sous le nom de l'homme de Taured, a commencé. Un jour, cet homme est arrivé à l'aéroport de Tokyo et a présenté aux agents un passeport d'un pays nommé Tauride, un pays qui n'existe littéralement pas dans notre réalité. Il affirmait que Tauride existait depuis plus de 1000 ans et se situait entre la France et l'Espagne. Lorsque les autorités lui ont montré une carte, il a désigné l'emplacement de l'Andorre et elle est restée stupéfait en voyant que Tauride n'était pas là. John avait sur lui des devises de plusieurs pays européens ainsi que des tampons dans son passeport attestant de visites antérieures au Japon et dans d'autres pays. Le mystère s'épaissit lorsque l'hôtel où il avait une réservation, la société avec laquelle il était censé rencontrer, et la banque qui avait émis son chéquier n'avaient aucune trace de lui. Mais l'histoire devient encore plus folle. Les autorités l'ont détenu dans une pièce surveillée par des gardes de sécurité. Mais quand elles sont venues le voir, elles ont découvert qu'il avait disparu de la pièce, située à plusieurs étages, sans balcon. Et plus surprenant encore, ses documents personnels, conservés dans la salle de sécurité de l'aéroport, avaient également disparu. Ce mystère a donné lieu à de nombreuses théories, suggérant que cet homme venait d'un univers parallèle ou était un voyageur temporel. Je ne sais pas ce que c'était, mais je suis certain qu'il avait des liens solides avec les extraterrestres. Numéro 9. Claude Maurice Marcel Vorillon. Ensuite, nous avons un homme nommé Claude Maurice Marcel Vorillon, mieux connu sous le nom de Riel, dont la vie est littéralement inexplicable. Je ne sais pas comment l'appeler. Riel est un journaliste français qui a fondé et dirige le mouvement raélien, une religion internationale des ovnis. La vie de Riel a pris un tournant énorme en 1973, lorsqu'il a affirmé avoir eu une rencontre avec des êtres extraterrestres. Il les appelait les Elohim, et selon lui, le 7 octobre 1975, il a été contacté par l'un des Elohim qui l'a emmené sur une autre planète pour rencontrer Bouddha, Moïse, Jésus et Mahomet.
Il a découvert que ce sont les Elohim qui ont créé la Terre et la vie il y a environ 25 000 ans grâce à la manipulation de l'ADN. Et selon lui, c'est ce que croient également ces prophètes mentionnés. Je ne sais pas ce que cet homme prend, mais cela m'intrigue. Numéro 10. Calvin Parker. En 1973, dans la soirée du 11 octobre, Calvin Parker et son ami Charles Hickson ont vécu un événement qui a affecté son bien-être mental. Les deux hommes ont affirmé avoir été enlevés par des extraterrestres alors qu'ils pêchaient près de Pascagoula, dans le Mississippi. Après avoir raconté leur histoire aux autorités locales, ils ont été interrogés séparément au département du shérif du comté de Jackson, puis laissés seuls dans une pièce, sans savoir qu'ils étaient secrètement enregistrés. L'enregistrement, qui les a capturés discutant de l'expérience et exprimant leur peur, a ensuite joué un rôle crucial pour convaincre les autorités et d'autres personnes que leur récit pouvait être vrai. L'affaire a attiré l'attention de chercheurs et d'enquêteurs notables en ufologie qui sont venus à Pascagoula pour interviewer et hypnotiser ces hommes. Même avec des tests de polygraphe, des tests de stress vocal et plusieurs séances d'hypnose, de nombreuses personnes restaient sceptiques quant à leur histoire. En plus de tout cela, l'incident a eu un impact significatif sur la vie de Parker. Il a fini par perdre son emploi et a été constamment sous le feu des médias, ce qui l'a poussé à changer de nom pour éviter d'être reconnu. Est-il possible que ces deux-là se soient ennuyés à la pêche parce qu'ils ne prenaient rien et qu'ils aient donc élaboré un plan détaillé pour tromper les gens? C'est à vous de voir. Numéro 11. Billy Mayer. Edward Albert Mayer, plus connu sous le nom de Billy Mayer, est le fondateur d'une religion ovni appelée la Communauté d'intérêt pour les sciences frontalières, spirituelles et les études ufologiques. Mais la question est, comment a-t-il eu l'idée de fonder cette religion ovni? Eh bien, Mayer affirme qu'il est en contact régulier avec des êtres extraterrestres qu'il appelle les Pléiadiennes. Son premier contact avec des extraterrestres a eu lieu en 1942, à l'âge de 5 ans, lorsqu'il a rencontré un vieil homme pléiadien nommé Sfat. Après la mort de Sfat en 1953, Mayer a déclaré qu'il a commencé à communiquer avec une femme extraterrestre nommée Asket. Mais malheureusement pour lui, tout contact a cessé en 1964 pour reprendre le 28 janvier 1775, lorsqu'il a rencontré Semias, la petite fille de Sfat. Peu de temps après, il a rencontré un autre extraterrestre appelé Ptah, ainsi que d'autres extraterrestres qui ont rejoint le dialogue par la suite. Mayer a été largement décrit comme un imposteur par les sceptiques et ufologues, qui suggèrent qu'il a utilisé des modèles pour truquer des photos prétendant montrer des vaisseaux extraterrestres. Les prophéties de Mayer blâment à plusieurs reprises les Juifs, qu'il appelle les gitans, pour de futures atrocités. J'aime la manière dont certains ont rencontré des extraterrestres, tandis que d'autres ont créé tout un arbre généalogique. C'est à la fois ingénieux et un peu effrayant. Numéro 12. Gil Pérez. Revenons maintenant en 1593, en Asie du Sud-Est, plus précisément aux Philippines, où un homme nommé Gil Pérez, un soldat espagnol, s'est soudainement retrouvé à Mexico, à des milliers de kilomètres de là, sans aucune explication sur la façon dont il y est arrivé. L'histoire commence le 24 octobre 1593, lorsque Pérez montait la garde devant un bâtiment du gouvernement, dont le gouverneur avait été tué la veille à Manille, la capitale des Philippines. Pérez a commencé à se sentir étourdi et épuisé. Il s'est appuyé contre le mur et s'est reposé un instant, les yeux fermés. Mais lorsqu'il les a rouverts quelques secondes plus tard, il était choqué de se retrouver à Mexico, à des milliers de kilomètres de là, de l'autre côté de l'océan. Des gardes l'ont trouvé en uniforme incorrect et ont commencé à l'interroger sur son identité. La nouvelle de l'assassinat du gouverneur des Philippines n'était pas encore arrivée à Mexico. Pérez a essayé d'expliquer ce qui s'était passé, mais il a fini par être emprisonné pour désertion et accusé de servir le diable. Des mois plus tard, la nouvelle de la mort du gouverneur est arrivée au Mexique, sur un galion en provenance des Philippines. L'un des passagers a reconnu le soldat emprisonné et a déclaré l'avoir vu aux Philippines un jour après la mort du gouverneur. Pérez a finalement été libéré par les autorités et autorisé à rentrer chez lui. À ce jour, plus de 400 ans plus tard, personne ne sait ce qui est arrivé à Gil Pérez, ni comment il a pu traverser l'océan en un clin d'œil.
Encore une fois, on peut seulement supposer que des extraterrestres ont joué avec Perez parce qu'ils s'ennuyaient. Numéro 13. George Van Tassel. George Van Tassel est né à Jefferson, dans l'Ohio, en 1910, et a grandi dans une famille de classe moyenne relativement prospère. Dans sa vingtaine, George a acheté un petit aéroport abandonné près du Giant Rock. Mais à l'âge de 43 ans, sa vie a pris un tournant massif lorsqu'il a affirmé qu'un occupant d'un vaisseau spatial venant de la planète Vénus l'avait réveillé, invité à bord de son vaisseau, et lui avait transmis verbalement et télépathiquement une technique pour rajeunir le corps humain. En 1954, George et ses partisans ont commencé à construire ce qu'ils ont appelé l'intégratron pour effectuer ce rajeunissement. Selon lui, l'intégratron devait être une structure de recherche scientifique sur le temps, l'antigravité et l'extension de la vie humaine, inspirée en partie des recherches de Nikola Tesla et George Lakhovsky. George décrivait l'intégratron comme un centre de recherche scientifique et spirituel visant à recharger et rajeunir les cellules des gens. George organisait annuellement la Convention des vaisseaux spatiaux à Giant Rock, mais en 1959, la convention a atteint un pic de 10 000 participants. 10 000 personnes sont allées dans le désert juste pour assister à cette conférence. C'est incroyable. Cet homme est mort en 1978 et sa mort a mis fin à tous les projets qu'il menait avec ses collègues. Numéro 14. Travis Walton. En novembre 1975, Travis Walton, un bûcheron de l'Arizona, a disparu alors qu'il travaillait avec son équipe dans la forêt nationale Apache-Sitgreaves. L'équipe a affirmé avoir vu un ovni en lévitation et que Walton avait été frappé par un rayon de lumière provenant de l'engin avant de disparaître. La police a organisé plusieurs équipes de recherche pour le retrouver, mais sans succès. L'équipe de bûcherons a dû passer des tests de polygraphe car les autorités soupçonnaient un homicide. Mais les résultats ont indiqué qu'il disait la vérité en affirmant ne pas avoir blessé Walton. Cependant, 5 jours plus tard, Walton a réapparu avec une histoire étrange, selon laquelle il aurait été à bord d'un vaisseau extraterrestre. Peu après minuit le 12 novembre, Walton a appelé sa sœur depuis une cabine téléphonique à Heber, où il a affirmé être réapparu après l'enlèvement. Sa famille était évidemment sous le choc, et après une enquête approfondie, aucune explication logique n'a été trouvée pour cet incident, donc il semble que cela restera à jamais un mystère. Numéro 15. Ernest Norman. Ernest Leland. Norman est né le 11 novembre 1904 dans l'Utah. À l'âge de 7 ans, Norman a construit son premier microscope en utilisant des pièces de son télescope et était très doué en mathématiques pendant son adolescence. Ses parents savaient qu'il était le plus intelligent de leurs 8 enfants. À l'âge de 24 ans, Norman a commencé à expérimenter la clairvoyance, qui est la capacité d'obtenir des informations quasi impossibles à obtenir, et la chiromancie fut son premier domaine d'intérêt. En février 1954, Norman a rencontré sa future épouse lors d'une convention spiritualiste à Los Angeles. Ils affirment qu'à cette convention, Norman a remarqué 3 hommes à barbe blanche qui le suivaient avec d'énormes livres. Norman et son épouse ont affirmé qu'il s'agissait des esprits d'Élie, Esdras et Enoch, portant les livres qu'Ernest devait écrire dans cette vie. Quelque temps après avoir écrit ces livres, Norman a affirmé que les habitants de la planète Terre étaient guidés et surveillés par une grande fraternité appelée Unarius, anciennement connue sous le nom de Shambhala ou de la Fraternité Blanche, et que tout être humain pouvait entrer en contact avec ces êtres supérieurs, car chacun est capable d'utiliser des capacités psychiques. Norman a également fondé une organisation à but non lucratif appelée Unarius, dans laquelle lui et son épouse, ainsi que leurs étudiants, affirment que Norman avait été Jésus à Jérusalem dans l'Antiquité et que ses étudiants étaient ses disciples et ennemis, réincarnés pour se guérir du karma qu'ils avaient accumulé dans cette vie-là. Le 6 décembre 1971, Norman est décédé une nouvelle fois dans sa vie, cette fois-ci à cause d'une pneumonie. Je suppose qu'il en prenait un peu trop. Numéro 16, George Adamski. George Adamski, né le 17 avril 1891, était un auteur polono-américain qui est devenu largement connu dans les cercles de la ufologie après avoir présenté de nombreuses photographies dans les années 90 et 50
qu'ils disaient être de vaisseaux spatiaux extraterrestres. Non seulement cela, mais ils prétendaient également avoir rencontré des frères de l'espace nordiques amicaux et affirmaient avoir fait des vols avec eux vers la Lune et d'autres planètes. Adamski était le premier et le plus célèbre de plusieurs soi-disant contactés par les ovnis qui ont acquis de la notoriété dans les années 50. Il se qualifiait même de chercheur sorcier. Tout a commencé le 9 octobre 1946, lorsqu'au cours d'une pluie de météores, Adamski et quelques amis ont déclaré qu'alors qu'ils se trouvaient au campement de Palomar Gardens, ils avaient été témoins d'un grand vaisseau mère en forme de cigare, et au début de l'année suivante, Adamski a pris une photographie de ce qu'il prétendait être le vaisseau mère en forme de cigare de 1946, traversant devant la Lune au-dessus de Palomar Gardens. Pendant l'été de la même année, suite aux premières observations d'OVNI largement médiatisées aux États-Unis, Adamski a affirmé avoir vu 184 ovnis passer au-dessus de Palomar Gardens un soir. Comment pourrait-on même compter 184 ovnis? Mais la chose la plus folle s'est produite 5 ans plus tard, en 1952, lorsque Adamski et plusieurs amis se trouvaient dans le désert du Colorado, près de la ville de Desert Center, en Californie, où ils auraient vu un grand objet en forme de sous-marin planant dans le ciel. Pensant que le vaisseau le cherchait, Adamski a quitté ses amis et s'est éloigné de la route principale. Peu après, selon les déclarations d'Adamski, un vaisseau d'exploration fait d'un type de métal translucide a atterri près de lui, et son pilote, un Vénusien nommé Horton, est sorti et a cherché Adamski. Il a même affirmé que ses amis avaient également vu le vaisseau vénusien et que plusieurs d'entre eux ont déclaré avoir vu Adamski rencontrer quelqu'un dans le désert, bien qu'à une distance considérable. Adamski a décrit Horton comme un humanoïde de taille moyenne, avec de longs cheveux blonds et une peau bronzée, portant des chaussures brun-rouge. Il a également déclaré qu'Horton communiquait avec lui par télépathie et à travers des signaux de la main. Au cours de la conversation, Horton aurait mis en garde contre les dangers de la guerre nucléaire, et les deux ont continué à entretenir leur relation. Horton aurait visité Adamski souvent, et ainsi de suite. Comment est-il possible que des gens aient vécu dans le métavers il y a 7 décennies? Numéro 17. La dague de Toutankhamon. Pouvez-vous croire que même Toutankhamon avait quelque chose à voir avec des extraterrestres? Toutankhamon avait cette dague mieux connue sous le nom de dague de fer météorique de Toutankhamon, et ce qui est spécial à son sujet, c'est que sa lame n'est pas faite d'un métal trouvé sur Terre, mais d'un métal provenant d'une météorite. Alors, quel rapport avec les extraterrestres? Une météorite est tombée sur Terre, et ils ont fabriqué une dague pour Toutankhamon à partir de ce métal? Eh bien, ce n'est pas vraiment comme ça. Vous voyez, au moment de la momification du roi Toutankhamon, la fusion et la fabrication du fer étaient si rares que le fer était plus précieux que l'or. Et un autre point est que la momification de Toutankhamon a eu lieu au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Et aucune preuve archéologique égyptienne de la fusion du fer n'existait avant le VIe siècle avant JC. Donc oui, il n'y a qu'une seule possibilité, et vous savez laquelle c'est. Numéro 18. Dorothy Martin. Les Seekers, également appelés la Fraternité des 7 rayons, étaient un groupe de rapturistes, ou une religion ovni, dirigée par Dorothy Martin, qui croyait qu'un ovni les sauverait d'une catastrophe le 21 décembre 1954. Martin a dit à ses adeptes que les États-Unis allaient être détruits par un tremblement de terre massif et un énorme raz-de-marée le 21 décembre 1954, selon des messages télépathiques qu'elle prétendait avoir reçus d'extraterrestres. Elle appelait les extraterrestres les gardiens et disait qu'ils venaient d'une planète appelée Clarion. Les croyants seraient sauvés de la destruction par des soucoupes volantes qui les emporteraient vers Clarion. Martin a dit à ses adeptes d'attendre l'OVNI ce 21 décembre. Mais lorsque l'OVNI ne vint pas, certains d'entre eux ont quitté le groupe tandis que la plupart pensaient que l'OVNI apparaîtrait à Noël. Ainsi, à 6 heures le soir du réveillon de Noël, un petit groupe de personnes s'est rassemblé dans la rue devant la maison de Dorothy Martin à Oak Park, dans l'Illinois, chantant des chants de Noël et attendant de quitter la Terre. Plus de 200 personnes étaient venues les observer et en rire. L'OVNI n'est évidemment jamais arrivé, et Dorothy Martin a été raillée par des milliers de personnes à travers le monde. Numéro 19.
Simon Parkes. Ensuite, nous avons un homme nommé Simon Parkes qui a affirmé avoir eu de nombreuses rencontres avec des extraterrestres tout au long de sa vie. Depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte, Simon a déclaré qu'il avait été enlevé et emmené à bord de vaisseaux spatiaux par des êtres extraterrestres. Non seulement cela, mais il prétend également que ces êtres ont façonné ses croyances et l'ont conduit à partager son histoire avec le public. Il aurait eu sa première rencontre avec des extraterrestres à l'âge de 6 mois. Ce n'est pas tout. Il croit également que sa mère biologique est en réalité un extraterrestre de 9 pieds de haut avec 8 doigts. Voici ce que Simon a dit à propos de sa mère verte. 2 choses vertes en bâton sont entrées. J'étais conscient de certains mouvements au-dessus de ma tête. Je pensais, ce ne sont pas les mains de maman. Les mains de maman sont roses. Je regardais droit dans son visage. Elle entre dans mon esprit par mes yeux et envoie un message le long de mon nerf optique dans mon cerveau. Elle dit « Je suis ta vraie mère. Je suis ta mère la plus importante. » Plus tard, quand il avait 11 ans, elle l'a emmené à bord de son vaisseau spatial et un accord a été conclu sur le contact entre les deux mondes. Mon Dieu, comment les gens peuvent-ils inventer cela? Cela demande beaucoup de créativité. Numéro 20, Orfeo Angelucci. Orfeo Matthew Angelucci, né le 25 juin 1912, était un auteur, conférencier et, évidemment, un contacté américain. Il était connu pour ses affirmations selon lesquelles il avait des expériences avec des êtres extraterrestres. Il a raconté son histoire de nombreuses fois au sujet de rencontres avec des extraterrestres dans les années 1950 et 1960. Selon Orfeo, il a d'abord rencontré des ovnis et leurs pilotes humains amicaux pendant qu'il rentrait chez lui depuis l'usine d'avions Boeing à Burbank, en Californie, pendant l'été 1952. Alors qu'il traversait un pont au-dessus de la rivière Los Angeles, il aperçut une boule de lumière bleue le suivant. La lumière circulaire, de la taille approximative d'une balle de plage, a rapidement changé de trajectoire, apparaissant devant la voiture. Angelucci a réduit sa vitesse tout en observant l'OVNI et a noté que 2 boules de lumière verte sortèrent de la plus grande, dérivant vers lui. Par télépathie, une voix a informé Angelucci qu'il avait été surveillé depuis 1946. Les 2 boules de lumière verte se sont unies pour former une plus grande boule de lumière qui est devenue les images désincarnées d'humanoïdes extraterrestres surhumains ressemblant au visage d'un homme et d'une femme. On a demandé à Angelucci de répandre le message des soi-disant extraterrestres bienveillants. Après avoir déclaré qu'il reviendrait, les entités ont disparu, laissant Angelucci sous le choc alors qu'il poursuivait son chemin vers chez lui. À ce stade, je ne sais même pas si nous vivons dans le vrai monde. Je pense que j'ai développé une phobie envers les extraterrestres et je ne veux plus jamais les voir, même pas à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui, les gars. J'aimerais entendre votre opinion sur ces rencontres ci-dessous dans les commentaires. Comme toujours, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de cliquer sur l'écran pour regarder la suivante.